AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je reçois Véronique Béchu, ex-chef du pôle stratégique à l'Office mineur de la Direction nationale de la police judiciaire et dorénavant directrice de l'Observatoire de lutte contre les violences numériques faites aux enfants. Mais avant cela, comme chaque semaine, notre édito. Et ce matin, engageons-nous contre l'aveuglement numérique. En refusant de croire que les enfants sont en sécurité simplement parce qu'ils sont à la maison. Ce n'est pas parce qu'ils sont derrière un écran que le danger a disparu, au contraire. Pour des milliers d'enfants, chaque jour, le numérique est devenu une scène de crime, un lieu de piège, un espace de prédation. Aujourd'hui, l'âge des victimes de violences sexuelles en ligne ne cesse de baisser. Des nourrissons, des bébés, des enfants de quelques mois, des tout-petits qui ne parlent pas, qui ne marchent pas, qui ne comprennent pas ce qu'ils subissent, qui sont filmés, photographiés, mis en ligne, exploités. Et le plus invraisemblable est que ce ne sont pas des cas isolés. Ce n'est pas l'exception, c'est devenu une tendance mondiale. Une étude menée en 2022 par le Centre australien de lutte contre l'exploitation des enfants, en partenariat avec l'ONG Protect Children, a analysé plus de 3,3 millions de fichiers pédocriminels diffusés sur le dark web. Et les résultats sont glaçants. Les enfants de 0 à 2 ans sont devenus la première cible de ces contenus. Ce n'est plus seulement une affaire d'adolescents imprudents, c'est aussi une affaire d'inconscience et aussi celle des parents. Car ces images ne viennent pas toujours de réseaux organisés, elles viennent aussi des foyers, des familles. Un bain partagé sur des réseaux, un petit moment mignon immortalisé et posté sans y penser et détourné sans que personne ne s'en rende compte. 50% des contenus pédocriminels diffusés en ligne proviennent de photos postées à l'origine par les parents eux-mêmes. Par naïveté, bien sûr, par absence de vigilance, mais les conséquences, elles, sont bien réelles. L'autre angle mort, c'est le laisser-faire numérique. 83% des parents ne savent pas ce que font leurs enfants en ligne. Le smartphone est un jouet, un nounou, un sas de répit. Il est aussi, parfois, une porte ouverte sur l'horreur. Car derrière ces écrans, des prédateurs traquent les failles. Ils attendent les connexions sans filtre, les discussions non surveillées, les images partagées en privé. Et surtout, ils recherchent ce que personne n'a encore vu. Dans les forums spécialisés, ce sont les images nouvelles qui valent le plus, celles qui n'ont jamais circulé, celles qui ne viennent pas des fichiers saisis par la police ni des grandes enquêtes internationales, mais celles prises récemment dans l'intimité, le cadre familial. C'est cela la réalité de la prédation numérique. Un prédateur n'a pas besoin d'approcher un enfant physiquement, il lui suffit d'un écran, d'un instant d'inattention. Ce qui rend redoutable le numérique, ce n'est pas seulement sa puissance, c'est la banalité de son accès, l'innocence de ses apparences. Il ne force aucune porte, il s'installe dans le quotidien, dans le creux d'une habitude, dans le silence d'une chambre. On a cru que la technologie allait élargir les possibles, elle l'a fait, y compris pour ceux qui exploitent, qui manipulent, qui détruisent, qui capture l'enfance. Véronique Béchu, je suis ravie de vous accueillir ce matin. Vous avez été la chef du pôle stratégie à l'Office mineur de la Direction nationale de la police judiciaire. Vous êtes maintenant directrice de l'Observatoire de lutte contre les violences numériques faites aux enfants. Pendant plus de 10 ans, vous avez infiltré les réseaux les plus sombres du numérique, ceux où la pédocriminalité se répand, s'organise, se banalise. Vous y avez vu l'horreur, on peut le dire, sans filtre. Alors, vous avez écrit ce livre, Derrière les écrans, combattre la pédocriminalité en ligne, où vous racontez l'indicible. Et vous y livrez aussi une part de vous-même, cette femme derrière l'uniforme. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage ? Alors tout d'abord, je voulais coucher les réalités de mon quotidien sur le papier. Je voulais que tout un chacun puisse comprendre ce qui se passe pour les enfants lorsqu'ils ont entre les mains un support numérique qu'ils utilisent la plupart du temps en dehors de toute sécurité. Je voulais expliquer les difficultés que nous avons à traiter ce type d'enquête, les répercussions psychologiques qu'elles peuvent aussi avoir sur les enquêteurs. C'est ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. C'est arrivé à un moment de ma vie personnelle où j'avais besoin d'expulser, si j'ose dire, tout cela, et le faire de façon pédagogique dans un livre était pour moi une évidence. J'aime à la fois écrire, j'aime partager, et c'est vraiment un outil d'apprentissage pour tout le monde, pour
pour se saisir de cette difficulté et de cette thématique. Alors, vous y décrivez des prédateurs, des prédateurs sans profil type, jeunes, parfois insérés socialement, parfois même mineurs eux-mêmes. Est-ce que c'est cela qui rend ce combat encore plus complexe, c'est-à-dire cette invisibilité du danger, une absence de figure monstrueuse ? Alors oui, c'est vraiment le message à faire passer, c'est qu'un pédocriminel, pour avoir un parcours criminel au long cours, n'est surtout pas un monstre. C'est-à-dire que c'est pas affiché sur son visage qu'il est pédocriminel, qu'il a des appétences pour les enfants. C'est justement la personne en dehors de tout soupçon qui va pouvoir exercer des violences sur des enfants sans se faire démasquer. Et donc, c'est monsieur tout le monde. Alors, je dis bien monsieur, parce que c'est une violence de genre et que c'est très majoritairement, 98% des personnes qui sont en ligne et qui exercent des violences sexuelles sur les enfants sont des hommes. Par contre, il n'y a absolument pas de profil d'âge. Et comme vous le disiez, l'âge moyen tend à baisser de plus en plus et on interpelle régulièrement des mineurs auteurs de violences sexuelles, même en ligne. Et puis après, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle, c'est vraiment monsieur tout le monde, tout milieu social, toute profession confondue, avec cette petite spécificité quand même qu'ils vont essayer d'avoir le plus possible soit une activité professionnelle, soit une activité de bénévolat en lien avec des enfants pour pouvoir être le plus souvent en contact avec eux. Alors tout cela, c'est absolument terrifiant. L'âge des agresseurs qui ne cesse de baisser. Mais alors moi, dans le livre, j'ai été particulièrement choquée, et je pense que je ne suis pas la seule, par l'âge des victimes, qui ne cesse de baisser. Aujourd'hui, vous enquêtez sur des cas qui impliquent des nourrissons, des bébés âgés de quelques mois seulement. Comment est-ce qu'on peut expliquer comment est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on peut le faire d'ailleurs, expliquer cette banalisation de la violence sexuelle sur des bébés ? Alors, c'est parce que ce sont des contenus qui sont particulièrement recherchés par les individus qui sont en ligne et qui veulent visionner des violences sexuelles sur les enfants et qui veulent exercer des violences sexuelles. La communauté pédocriminelle fonctionne ainsi, c'est que c'est un système d'échange de contenu. C'est-à-dire que pour un certain type d'image ou de vidéo, on aura en retour ce même type. Donc si la vidéo ou l'image a été beaucoup diffusée ou qu'elle est extrêmement ancienne, elle est connue déjà de beaucoup de monde, elle a peu de valeur. Je dis bien de valeur entre guillemets. Et pour avoir une image qui est inédite, qui n'a absolument pas été partagée, qui vient d'être captée, donc que les faits viennent d'être commis sur un enfant, en fait, il faut avoir soi-même ce type d'image. Et donc, ça provoque au passage à l'acte, d'une part, et en plus, les individus veulent être le plus en sécurité possible, donc ne pas être démasqués. La révélation des faits se fait souvent par la victime, donc ils vont essayer d'avoir... Mais un bébé. Mais oui, mais qui n'est pas verbalisant. Donc en fait, encore une fois, c'est une façon de se mettre en sécurité parce que l'enfant, le bébé, tout petit, ne pourra pas expliquer, verbaliser ce qui se passe. Donc c'est un moyen aussi d'être en sécurité. Et puis, autre chose, de plus en plus, c'est un peu la course à l'échalote, si j'ose dire. Donc, au fur et à mesure de la collection d'images ou de contenus, on va vouloir avoir des images de plus en plus hard, des images de plus en plus violentes et des victimes de plus en plus jeunes. Donc, c'est en ça que l'âge des victimes va baisser drastiquement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les parents ? 73% des parents ne savent pas ce que font leurs enfants en ligne, alors que même qu'une fille sur 5, entre 12 et 16 ans, a déjà reçu une sollicitation sexuelle. Est-ce que c'est cette méconnaissance et cette insouciance, on va dire, parentale, qui est le maillon faible aussi de la prévention ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs maillons faibles. Les parents en sont un, effectivement, mais il faut, je pense, pas toujours leur jeter la pierre. Moi, j'ai tendance à dire qu'à partir du moment où on donne un support numérique à un enfant, on l'accompagne dans l'apprentissage de l'utilisation des bonnes pratiques, oui. Ce qui n'est pas toujours fait. Déjà, il y a un âge, seuil, à partir duquel ce serait bien que les enfants n'aient pas accès à Internet. Et enfin, j'étais encore hier dans un établissement scolaire avec des parents et des personnels enseignants, et tout le public présent
à qui j'ai fait cette sensibilisation n'avaient absolument pas connaissance des dangers, que ce soit les phénomènes, que ce soit le nombre de pédocriminels, même sur des sites exclusivement utilisés par des enfants. Mais je dis, c'est justement là qu'ils sont le plus nombreux, parce qu'ils peuvent être en contact avec des enfants. L'utilisation qu'en ont les enfants, comment ils ont paramétré leur profil, etc. Les parents ne savent pas. Alors il y a aussi une absence de volonté d'aller questionner. Mais à partir du moment où on met un support entre les mains de son enfant, même à partir de 8 ans et demi, la moyenne d'âge de l'ouverture de son premier profil sur un réseau social en France. Oui, on sait. C'est 13 ans, normalement. On sait d'ailleurs, il y a en ce moment des mesures qui sont prises pour de contrôle d'âge, mais on a du mal à les mettre en place. Et puis, j'aimerais qu'on parle aussi de la sextorsion, cette nouvelle forme de prédation numérique qui touche de plus en plus d'adolescents, en particulier entre 12 et 17 ans. Enfin, des jeunes qui sont piégés par des faux profils, poussés à se dénuder, puis menacés, estorqués, parfois poussés au suicide. C'est véritablement devenu un fléau et on n'en parle pas assez. Comment pourrait-on éviter que ce piège se répande à cette vitesse alarmante ? La prévention, la sensibilisation, le seul moyen de mettre hors d'état, faire l'objet de cette prédation les mineurs qui sont sur les réseaux sociaux ou les jeux en ligne, c'est de les informer que ça existe. Alors ils savent qu'ils sont sollicités sexuellement, ça c'est clair. En moins d'1 minute, en moyenne, les enfants sont sollicités sexuellement en ligne. Mais par contre, les conséquences d'une telle sollicitation à laquelle on répond, ils n'en ont aucune notion et c'est en ça que les actions de prévention, notamment en milieu scolaire, sont impératives. Parce que moins il y aura d'enfants qui ne savent pas, plus il y aura de victimes. Alors, il y a des sites de pornographie qui viennent de décider de quitter la France. C'est une mesure, enfin c'est une décision, mais on peut se poser la question sur le contexte international, parce qu'on sait bien que, et vous avez enquêté d'ailleurs sur ces réseaux transnationaux, on sait bien que les frontières n'existent plus, que le live streaming d'abus sexuels est en temps réel, que la pédocriminalité est itinérante d'ailleurs dans toutes les zones de pauvreté extrême, et que peut-être ces enfants qui n'auront plus accès à ces réseaux en France trouveront le moyen d'y avoir accès à l'international. Est-ce qu'on est en mesure de lutter efficacement contre un système mondialisé ? Oui, si tous les services d'enquête se coordonnent, ce qui est régulièrement le cas. Mais encore une fois, je pense que nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Il faut impérativement qu'il y ait plus de personnel dédié à ce type de lutte, que ce soit au niveau des services répressifs, mais des magistrats, des médecins légistes, des pédopsychiatres, etc. C'est l'ensemble de la chaîne pénale qui doit être revue. Et au bénéfice des enfants et donc de la protection des mineurs. Oui, d'ailleurs, vous évoquez ce sujet des institutions, un système judiciaire en retard, des magistrats peu formés, des procédures complexes, cette coopération internationale qui existe mais qui est encore lente, et surtout ce moyen criant, ces moyens criants... le manque de moyens. Le manque de moyens criants. Comment est-ce qu'on peut expliquer à la fois cette méconnaissance des institutions? C'est quoi? C'est une forme de déni? C'est un retard politique? Alors, je dirais pas que c'est un déni. C'est quoi? Non, c'est pas un tabou, c'est pas un déni. Après, on a tous les jours quasiment des articles de presse dans les médias sur les violences sexuelles faites aux enfants. Là, on sort du procès Le Squarnec, on est en plein bêta-rame. Je pense que tout le monde sait que ça existe. Je pense que c'est un manque de volonté, ça c'est certain. Les enfants n'intéressent pas nos politiques. On souhaite mettre les priorités sur d'autres sujets qui sont aussi importants, mais en fait, dénuder l'un pour habiller l'autre, c'est, je pense, contre-productif. Et clairement, la protection de l'enfant est un enjeu de société pour notre futur et elle se doit d'être prise en compte correctement. Après, je voulais juste souligner que je n'ai pas dit que des choses négatives dans mon livre, et loin s'en faut, parce que c'est vraiment un outil dont il faut se saisir, et j'ai particulièrement souligné l'engagement des personnes, peut-être peu de personnes, mais des personnes qui sont dédiées à cette lutte.
c'est un engagement de chaque jour et parfois au détriment de sa vie personnelle. Oui, c'est un engagement de chaque jour. J'imagine que c'est difficile de supporter jour après jour et d'être confronté à ce que cette société, notre société, produit de plus insoutenable. Alors, est-ce que c'est cela qui vous a amené à changer de direction parce que vous amorcez une nouvelle étape de votre vie professionnelle, hein. Après ces années d'immersion dans des enquêtes les plus dures, vous avez quitté cette fonction pour agir autrement. Alors, vous allez agir comment aujourd'hui, Véronique ? Alors, je vais faire beaucoup de sensibilisation, beaucoup de prévention, parce que c'est vraiment le fer de lance de mon engagement actuellement. Et surtout, j'aimerais que les données que nous avons accumulées sur cette thématique, et notamment dans le monde associatif, puissent porter des plaidoyers et puissent porter des engagements auprès des politiques publiques pour qu'il y ait un vrai changement dans la protection de l'enfance. Merci Véronique Béchu, merci pour cet engagement, pour votre témoignage qui nous oblige à regarder en face ce que le numérique rend invisible, à questionner notre ignorance aussi et notre responsabilité collective parce que nous en avons une. Il faut absolument lire Derrière l'écran, publié aux éditions Stock, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle émission de La Force de l'Engagement. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGPI, association d'assurés engagés et responsables.